C'est l'heure d'une semaine dans le monde. On va faire un point sur toute l'actualité internationale de la semaine avec mes invités ce soir. Ziad Limam, également en plateau avec moi, Isis Ascoberita qui va partager avec nous ses dessins ce soir. Avec moi aussi Thierry Guerrier, journaliste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et Emre Demir, l'éditeur de Zaman France. Bonsoir. On va parler bien entendu de cette grosse actu internationale cette semaine qui était l'offensive terrestre turque en Syrie. Mercredi matin, les chars turcs ont passé la frontière. En quelques heures seulement, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique avaient été chassés de Jarablus. Quelles conséquences pour la Turquie et pour le conflit syrien? On va commencer, Ziad Limam, avec peut-être la Turquie. On a vu aujourd'hui cette attaque sur Cizre, à nouveau des forces de l'ordre pris pour cible et une revendication de la part du PKK, une instabilité à laquelle qu'on peut imaginer de plus en plus importante côté turc de la frontière. Je ne suis peut-être pas le plus grand spécialiste de la Turquie, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une décision qui a été prise politique à Istanbul et Ankara de se réorienter dans ce conflit, c'est-à-dire de ne plus mettre un préalable au départ de Bachar el-Assad à Damas, de travailler avec la Russie et de régler le problème qu'ils ont de leur point de vue existentiel, qui est la création possible d'une zone kurde autonome à leur frontière sud, ce qui, j'imagine, pour le pouvoir d'Erdogan et de l'AKP est probablement le casus belli le majeur. Donc l'idée de cette opération, c'est clairement de desserrer un peu l'étau kurde sur cette région, parallèlement de faire la guerre à l'État islamique, mais je pense qu'il y a un double objectif. La troisième chose, quand même, c'est la Russie dont on faut parler, qui est quand même maintenant, avec en plus ce réalignement turc, qui est quand même l'acteur majeur de ce conflit, avec le silence américain, le silence de tout le monde. Les Russes jouent les cartes, distribuent l'État islamique, les Kurdes. Donc voilà, tout ce qu'on peut espérer, moi c'est ce que j'essaye de dire, c'est que ce conflit se banalise tragiquement. C'est-à-dire que pour en parler à la télé maintenant, c'est très difficile. Il faut une photo d'un enfant pour que quelque chose se réveille. J'ai lu quelque part que Alep, c'est probablement la plus grande bataille urbaine du siècle. On entend des choses qui sont absolument stupéfiantes, des victimes par centaines de milliers. On se dit qu'il y a bien un moment où la géopolitique des États devra quand même faire place à quelque chose qui ressemblerait au moins à une paix provisoire. Emre Demir, c'est peut-être... Quand on regardait au début de cette offensive terrestre, tout le monde se dit, mais est-ce que ça va finalement compliquer les choses ou les simplifier? Peut-être que quelque part, tout le monde se range du côté de ce glissement dont parlait Ziad Limam, qu'on a vu avant dans les pays occidentaux, mais qu'on reconnaît maintenant dans l'attitude du gouvernement d'Ankara, d'une espèce d'acceptation qu'effectivement on va se diriger vers une sorte de crise politique, mais avec Bachar al-Assad, et tout le monde semble se réunir autour de cette idée-là finalement. Écoutez, déjà, à mon avis, c'est qu'il faut savoir que cette incursion de l'armée turque était prévisible. Ils planifiaient ça depuis des mois. Donc, il y a eu la crise avec la Russie et le coup d'État qui avait ralenti un peu ce processus. Mais c'était attendu. En fait, ce moment était attendu. Et c'est un nouveau tournant dans la guerre en Syrie, ça c'est sûr. Désormais, on a l'armée turque qui a dépassé en fait la frontière syrienne. Donc, c'est important. Il y a le double objectif. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la guerre contre le Daesh est un prétexte pour attaquer aux Kurdes. Non, ce n'est pas le cas. À mon avis, les deux objectifs sont aussi importants pour le côté turc, pour Ankara, et ça c'est sûr. Et je pense que le contexte politique à l'intérieur de la Turquie a joué un grand rôle en fait, dans cette décision. Déjà, premièrement, qu'il faut savoir que en fait, Erdogan s'est senti obligé de montrer qu'il contrôle enfin l'armée turque, car il y a eu un coup d'État il y a quelques semaines, plus d'un mois, et que la moitié des généraux sont en prison actuellement, et qu'il était obligé de montrer qu'il est l'homme providentiel, il est l'homme fort du régime, et donc il est capable d'orienter l'armée vers la Syrie. Donc c'est une décision politiquement très importante aussi pour Erdogan. Et deuxième raison, c'est qu'il est isolé. Erdogan, il se sent très isolé. Depuis le coup d'État, il n'y a eu aucun leader européen qui a visité
la Turquie. Donc, mais Vladimir Poutine a été très rapide pour la... Oui, Poutine, il était toujours... oui, le secrétaire d'État Biden est arrivé un mois après. Pour Erdogan, ils se sont frustrés, en fait. Ils se sont très, très seuls face... Après, donc, ils se sont obligés aussi de montrer qu'il est capable, en fait, de mener une guerre contre Daesh pour regagner une certaine légitimité internationale, une reconnaissance internationale. Donc, il montre qu'il est, enfin, un pays, un gouvernement capable d'aider à la coalition internationale face à Daesh. Donc, il y a tous ces éléments-là qui ont joué un rôle important. Les questions ici, c'est est-ce que ce sera une excursion rapide, une opération rapide, ou l'armée turque va rester longtemps en Syrie. Donc, c'est la question qui se pose. Et est-ce qu'il y aura aussi un conflit avec les Kurdes? C'est ça les questions qui vont déterminer un peu le futur en fait, de relations turco-américaines. Cette offensive terrestre, donc de la part de la Turquie, vue par l'œil du dessinateur, qu'est-ce que ça donne, Isis? Alors oui, on a un premier dessin des millions des dessinateurs français. Donc l'offensive turque en Syrie qui a commencé. L'armée turque pénètre en Syrie combattre, point de suspension, et bien sûr Daesh. On voit ces tanks blindés turcs qui traversent la frontière et dans son passage, il écrase les milices kurdes. La question qu'on s'est posée tout à l'heure, est-ce que c'est une mesure de sécurité pour rétablir le contrôle de ses frontières ou aussi pour s'attaquer aux milices kurdes? Un autre dessin d'Hani Abbas, un dessinateur syro-palestinien. Voilà, on a entendu les déclarations de régime de Bachar el-Assad. Ceci est une violation de la souveraineté syrienne. Et il s'exclame devant ses soldats turcs. Et on voit que lui, il est protégé par cet énorme vote sur lequel on voit les drapeaux de deux pays qui le soutiennent, la Russie et l'Iran. Et j'ai un autre dessin des Ribert, dessinateur suédois, un dessin publié d'un site Vetscan. Et justement, on parlait de cette purge qu'avait effectuée Erdogan tout de suite après la tentative de coup d'État. Et donc, on le voit sur son trône, en train d'être porté par tous les prisonniers politiques qui sont actuellement en prison. Alors effectivement, Thierry Guerrier, ça ne serait pas la première fois que Recep Tayyip Erdogan a utilisé l'instabilité qu'il a en face de lui, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'ailleurs, pour asseoir son autorité, pour reprendre sa place de chef d'État. La question, c'est l'effet que ça va avoir, notamment à Genève, où sont rencontrés encore une fois Sergueï Lavrov et John Kerry aujourd'hui sur ce processus de paix. Est-ce que son action contre l'organisation de l'État islamique, tout en acceptant politiquement la possibilité que Bachar el-Assad reste, ça ne changera pas un peu la donne? Est-ce que ça ne permettrait pas aussi, quelque part, de trouver une solution? J'ai l'impression que Recep Erdogan sait où il va de longue date. Il a une stratégie d'affirmation du pouvoir sur une Turquie qu'il a fait évoluer déjà dans la période relativement démocratique encore. Il voulait changer la donne politique interne. C'est fait avec le coup d'État raté qu'il a sans doute en partie suscité. Et aujourd'hui, il avance ses pions sur d'autres fronts, sur d'autres scènes, sur d'autres échiquiers, dans un contexte qui est un des plus favorables pour lui, au fond. Un Daesh assez affaibli sur le terrain et qui se recentre ou qui restreint son précaré après les frappes américaines, russes ou les frappes françaises. Et puis, en effet, un pays où il n'y a pas d'opposition politique et un soutien de Poutine au moins dans la façade, dans ces discussions, qui lui a permis quand même de voir, en effet, les États-Unis s'interroger et peut-être le reconsidérer. Dans ce contexte, il fait avancer ses troupes dans un contexte militaire, alors tactique, opérationnel, qui est peut-être un des plus favorables aussi pour ses troupes, le moins dangereux. Il permet, je crois, en effet, de montrer à l'armée qu'il n'est pas hostile à l'armée, mais qu'il veut une armée qui fasse son métier et qui pousse le nationalisme turc. En tout cas, s'il y a encore des doutes chez certains cadres dans l'armée, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus le choix, ils sont sur le terrain. Donc voilà, je crois qu'il a, au moment opportun pour lui, avec le moindre coût, sans doute, joué cette carte de la présence en Syrie, sans parler des Kurdes, bien entendu, dont il est bon pour lui de les réduire. Juste une phrase, moi je suis un peu épaté quand même par j'allais dire la surreprésentation de la force et du pouvoir turc. J'ai l'impression que c'est quand même un peu un effet qu'on alimente nous-mêmes en tant que médias, les télés, les chars qui passent, etc.
c'est quand même un pays fragile. D'abord, c'est un pays qui a besoin de l'économie monde. C'est pas un pays qui peut se barricader. La Turquie n'a fait son... C'est un pays moderne. Oui, le miracle turc, c'est aussi les milliards d'euros, de dollars d'investissement qui sont arrivés. La livre turque est une monnaie fragile, c'est-à-dire si demain tout le monde retire l'argent parce qu'il a besoin de trouver un deal avec l'Europe. Alors c'est vrai qu'on n'est pas une des usines de l'Europe. On n'est peut-être pas très brillant nous-mêmes dans notre force de négociation avec lui, mais c'est quand même lui aussi a besoin de l'Europe. Il ne peut pas, contrairement à la politique du fer à brasse, se heurter à Moscou de face, donc il est obligé à un moment. Donc je pense que dans notre analyse, il ne faut pas aussi surreprésenter cette puissance turque. Cette puissance turque, elle est attaquée sur son sol par des attentats réguliers dont on ne sait pas très bien en plus d'où ça vient, c'est pas signé par l'État islamique. Que ce soit le PKK d'ailleurs ou l'organisation de l'État islamique. Mais c'est des attentats quand même d'une violence incroyable. Je veux dire, en France, on a vécu des choses comme ça, mais là-bas, c'est tous les 2 mois pratiquement. Il se passe Donc je pense que c'est encore une situation instable. Et tous ceux qui ont mis le nez dans l'affaire syrienne, à part les Russes, tous ceux qui ont mis le nez dans l'affaire syrienne, à un moment ou un autre, ils payent la facture de cette expédition. Donc moi, j'aimerais être d'accord avec Thierry qu'il y a quelque chose de très rationnel dans tout ça. Moi, je pense aussi que malgré tout, il y a des vieux réflexes turcs dans cette affaire de sécuriser sa frontière, de se débarrasser du PKK et de tous les groupes kurdes qui seraient éventuellement alliés. L'État islamique, je suis d'accord avec toi, mais ils ont quand même été très ambivalents et très ambigus pendant des mois et des mois. Donc bon, maintenant... La Turquie, à l'égard de... bien sûr. Et c'est une façon aussi là de montrer à moindre frais que cette ambiguïté n'a pas de raison d'être. Non, c'est fini. Voilà. Le message, c'est que c'est fini. Mais ça coûte pas très cher. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est pour l'opposition turque, pour ces journalistes, pour ceux qui opposent Recep Tayyip Erdogan. Pour l'opposition turque, pour nos collègues, les journalistes turcs, la Turquie est un prison. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont soit suspendu, soit demandé leur fonction. Et il y a à peu près les moitiés qui sont en prison actuellement. On a libéré les prisons pour arrêter justement plus de prisonniers, plus de personnages politiques, journalistes, etc. Donc c'est une catastrophe au niveau de droits fondamentaux en Turquie. Il s'agit que ce soit concernant la liberté de la justice, le système judiciaire est en faillite. L'armée turque, malgré cette opération, il faut savoir quand même que les généraux qui ont fait cette opération, cette incursion en Syrie, sont des généraux qui ont remplacé les putschistes. Donc c'est un groupe encore qui ont joué ce rôle, qui ont accepté de rentrer en Syrie, alors que l'armée turque avait refusé pendant 3 ans de rentrer en Syrie parce qu'ils voyaient ça comme un grand danger pour l'unité nationale, etc. Et donc, il y a tous ces problèmes-là qui, je suis d'accord avec toi, c'est un pays extrêmement fragile. C'est un pays qui est menacé par les attentats successifs, très violents. On a eu plus de 18 attentats en l'espace d'1 an. Donc, tout ne va pas bien en Turquie, au contraire. Et ce que je vois dans cette opération, c'est qu'il y a en fait cette volonté d'Erdogan de récupérer au moins les dégâts qui étaient faits par sa politique syrienne désastreuse. Donc la Turquie a mené une politique syrienne désastreuse pendant 4 ans. D'abord, le but c'était de renverser le régime de Bachar el-Assad. Après, le but c'était de limiter la force des Kurdes. Et aujourd'hui, donc, on voit une ambivalence, on voit une volonté de retourner à la politique traditionnelle, à une position plus pragmatique en fait. Erdogan cherche des alliances, surtout le soutien de l'alliance occidentale. Donc, c'est un retour, en fait. Vous avez encore quelques dessins, Isis? Alors, justement, on parlait des journalistes qui ont été emprisonnés. Et donc, le 16 août dernier, le quotidien Özgür Gündem, qui est un quotidien de gauche pro-kurde, a été interdit par Erdogan. Et donc, le 16 août, il y a la police qui est venue dans leurs locaux et il a arrêté 20 journalistes, dont le dessinateur Doğan Güzel, qui est un dessinateur turc très connu parce qu'il fait ces petits personnages Kirix, qui est une BD très connue. Et donc, du coup, les dessinateurs du monde entier nous ont envoyé des dessins à Cartooning for Peace pour relayer cette alerte et pour montrer leur soutien. Donc, il y a ces premiers dessins des Martin Volterink des Pays-Bas. Cet autre dessin des Bonil, de l'Équateur. Il y avait une image, justement, du dessinateur Doğan Güzel qui était avec le chemisier déchiré, avec les 2 policiers qui l'escortaient. Donc, il s'est inspiré pour son dessin de cette
image qui avait circulé dans les médias. Et cet autre dessin des Willis from Tunis, dessinatrice tunisienne, où on voit le portrait d'Erdogan, un chat, parce qu'elle fait toujours des chats, et derrière sa moustache, on devine qui est prisonnier. Et donc pour finir l'alerte, il a été relâché le 22 août avec 22 autres journalistes, mais il y a toujours des charges qui pèsent sur eux. Thierry, vous voulez Oui, il faut proposer à Plantu d'accueillir à côté de sa petite souris emblématique Kiri, le personnage de Dogan Tuel. Je vais lui passer le message. Vous lui transmettez le message. Un petit note quand même, il y a actuellement, à ce jour, il y a 97 journalistes qui sont en prison en Turquie. Donc on dérange largement la Chine, l'Iran, ou encore la Russie. Donc je crois que c'est le pays qui détient le record du premier. Le record du monde. On a quasiment doublé en fait la Chine en Turquie. Et ce n'est que le début en fait. Il y a encore une centaine de journalistes qui risquent la prison actuellement en Turquie. Pour ce qui est, juste avant de terminer, sur cette page de Turquie-Syrie, on a vu l'évacuation, le début de l'évacuation aujourd'hui, Ziad Limam de Daraya. Est-ce que ce dont on parlait d'un point de vue géopolitique, mais aussi ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'on n'approche pas finalement de la fin de la guerre civile syrienne avec la fin de cet espoir qu'avaient ceux qui voulaient voir partir Bachar al-Assad? Est-ce que ça n'était pas un pas en plus vers la fin des espoirs du printemps syrien? Je sais, enfin, à titre personnel, j'espère qu'on approche de la fin, mais je crois que la guerre syrienne, c'est plusieurs choses. C'est Bachar, c'est confessionnel, c'est régional, c'est international. Le problème, c'est que c'est pas un pays tout seul, parce que l'Irak à côté est dans une situation qui est légèrement plus contrôlée, mais on a les mêmes fractures, les mêmes divisions, etc. Donc la difficulté, c'est comment recréer un sens national dans des pays qui ont en fait littéralement explosé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est des parcelles de pays sur lesquels l'État islamique a s'est greffé parce qu'il y avait un immense vide. Mais le fond de la question, c'est comment recréer une Syrie, comment recréer un Irak, comment faire que ces pays se donnent un sens commun, alors que la guerre entre les chiites, les sunnites, les différents sous-groupes chiites, sunnites, et puis tout le monde s'en mêle, ça devient... Je veux dire, les plus âgés qui nous regardent se rappelleront de la guerre du Liban. Je sais que c'est quelque chose qui est un petit peu un parallèle qui n'est pas toujours simple à faire, mais la guerre du Liban était une guerre confessionnelle et il a fallu beaucoup de temps pour sortir de ce prisme confessionnel. Et malheureusement, je pense que c'est un peu encore le cas. On y reviendra très très rapidement. Une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Et je vous donne...